On est dimanche et j'ouvre un nouveau carnet de lecture. Allez, c'est parti, on y va. J'espère que vous êtes confortablement installés en ce dimanche matin puisque j'ai pas mal de choses à vous dire. J'ai deux romans à vous présenter et j'ai surtout un retour de lecture à vous faire puisque je viens de terminer ma lecture en cours qui était Les larmes noires de Marie Luther, écrit par Anna Jean Mayou. Ouais, je crois que ça se dit comme ça, je suis pas sûre. Donc, ce que je vous propose, c'est de commencer par ça d'ailleurs. Il est là, voilà. De quoi ça parle? Eh bien, écoutez, Les larmes noires de Marie Luther, c'est l'histoire de la famille Watts. La famille Watts, c'est une famille nombreuse qui vit en Caroline du Nord et en 1954, Juby, qui est la seconde enfant du couple Watts, a 13 ans et elle part en vacances avec ses deux sœurs et son petit frère et sa maman. Sa maman qui a décidé de prendre un peu le large, d'aller retrouver son frère qui habite en Floride. On comprend très rapidement que le papa ne fait pas partie du voyage. Pourquoi? Parce que le couple Watts bat un petit peu de l'aile. On comprend très vite que c'est pour des raisons d'adultère et parce que le père de Juby est quand même quelqu'un de relativement violent, relativement méchant et très porté sur la bouteille. Donc ça n'arrange rien. Donc voilà, c'est aussi pour prendre un peu de distance que la maman de Juby décide de partir en Floride. Et pour l'aider pour la gestion de ses quatre enfants, elle décide d'emmener avec elle leur bonne qui travaille dans la famille depuis de nombreuses années, qui s'appelle Marie Luther et donc qui est noire. Voilà. Donc, vous l'aurez compris, c'est un roman qui parle de la ségrégation raciale, puisque, bien évidemment, les vacances ne vont pas se passer comme prévu, la Floride étant un état du sud et le sud étant ségrégationniste, c'est très compliqué pour Marie Luther de vivre, entre guillemets, sa vie tranquillement en Floride, et Juby va être témoin de toutes les injustices, de toutes les violences qui vont être faites à Marie Luther. Voilà pour le pitch de l'histoire. Pour ma part, ça a été une petite déception parce que ce roman n'a pas été à la hauteur de mes attentes. J'en attendais beaucoup et voilà, et ça l'a pas forcément fait pour moi. Je vous explique pourquoi. La première raison, c'est parce que je suis restée assez hermétique à l'histoire. L'histoire, elle est originale, hein. Elle est vraiment originale parce qu'on la découvre du point de vue de Juby. Juby, elle a 13 ans, donc on vit l'histoire à travers les yeux d'une petite fille. C'est quelque chose qui est assez original. Moi, le seul roman que je connais où on a cette construction-là, finalement, c'est Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur de Harper Lee. Excellent roman, si vous ne l'avez pas lu, je peux que vous conseiller de vous plonger dedans. Moi, c'est un de mes livres favoris. Euh, alors, les deux histoires n'ont rien à voir, donc c'est pour ça que je pense que j'ai vu plusieurs avis où on disait que c'était du copier-coller de Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. Absolument pas, enfin moi je ne trouve pas en tout cas. Les histoires ne sont pas du tout similaires. Après, effectivement, Juby, on peut la comparer un petit peu à Scout, la narratrice de Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, mais ça en reste là, ça ne va pas plus loin dans les ressemblances en tout cas. J'ai quand même été hermétique à l'histoire parce que le rythme est assez lent déjà dans un premier temps. La première partie est longue, elle est longue, il y a une alternance de chapitres puisque on va avoir d'abord un chapitre sur le présent qui se passe en 1954 en Floride et après on va avoir d'autres chapitres où Juby vient raconter des histoires assez marquantes sur sa vie de famille, des souvenirs en fait, des souvenirs de ses parents, de ses frères et sœurs. Voilà, donc du coup c'est pas mal parce que ça nous permet de rentrer un peu dans l'histoire tranquillement mais ça ralentit le rythme en fait, hein. Donc du coup c'est pas hyper fluide et l'histoire elle s'accélère vraiment on va dire au bout de 200-250 pages. Les 250 premières pages sont assez longues à mon sens. L'objectif en fait de cette alternance de chapitres ça va être surtout de venir expliquer, je cherche le mot en même temps, de venir expliquer au lecteur que la famille Watts, qui est une famille blanche, aisée, bien sous tout rapport,
a pas mal de secrets à dissimuler finalement. Et voilà, et en fait c'est un petit peu pour ça qu'on a cette alternance de chapitres, ça nous permet vraiment de rentrer dans le quotidien des Watts. Et puis en plus de ça, je pense que cette alternance de chapitres, elle est là aussi pour qu'on puisse s'attacher aux personnages, aussi bien aux deux sœurs de Jubi, à son petit frère et à ses parents. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas pour moi. Je n'ai absolument pas été émue ou je me suis absolument pas attachée en fait au personnage de Jubi. Je me suis pas attachée à sa famille, encore moins à ses parents clairement. Et même Marie Luther, qui est le personnage auquel... Enfin, c'est le personnage central finalement, parce que toute l'histoire tourne autour de Marie Luther, mais en fait, elle reste tout de même un personnage secondaire. Elle est vraiment au second plan. On la voit très peu, on a très peu d'interactions avec elle, et en fait, on a du mal... Enfin, moi, personnellement, je me suis pas vraiment attachée à Marie Luther non plus. Donc, du coup, ça a été assez dommage. Il n'y a pas eu d'attachement particulier au personnage. Pour finir, je pense que c'est ça qui m'a un peu achevé et qui a fait que c'est vraiment une déception pour moi, c'est la fin. La fin, ça n'en est pas une, tout simplement. J'ai pas compris en fait pourquoi l'autrice avait décidé de terminer le roman de cette façon. Pour moi, c'est pas abouti, il manque quelque chose. Donc voilà, j'ai pas, voilà, je trouve ça un peu dommage de terminer là-dessus. J'ai même regardé plusieurs fois si c'était vraiment la fin, et bon, bien sûr, oui, parce que la page de presse, c'est le remerciement, donc voilà, c'était la fin. Mais bon, ça aurait mérité quelque chose d'un peu plus travaillé, à mon sens. Après, après voilà, c'est un parti pris, hein, encore, c'est comme ça. Mais c'est vrai que j'aurais aimé quelque chose qui soit un petit peu plus abouti. Vous l'aurez compris, ce n'est pas le roman sur la ségrégation raciale que je vous recommande absolument de lire. Ça reste une histoire intéressante, ouais, une façon de traiter la ségrégation raciale assez originale. Mais tous les éléments n'étaient pas là, n'étaient pas au rendez-vous pour que ce soit une bonne lecture pour moi. Honnêtement, si vous avez envie de lire un livre sur la ségrégation raciale et que vous débutez un peu, enfin vous n'avez jamais lu ce genre de livre, moi je vous conseille vraiment, ne tirez pas sur l'oiseau moqueur d'Harper Lee parce que c'est juste magistral, on peut pas dire autre chose que ça. Et je vous conseille également La couleur des sentiments parce que pour moi ça reste la référence au niveau de ce style de roman là. Je sais qu'il y en a beaucoup d'autres, j'en ai plein d'autres hein, dans ma bibliothèque et c'est une thématique qui m'intéresse énormément, donc je me lasse jamais de lire ce genre de livre. Mais c'est vrai que quand on a pour référence Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur ou La couleur des sentiments, bah, du coup on a tendance à être un petit peu exigeant. Voilà. Suite à mon petit tour en librairie de la semaine dernière, j'ai oublié de vous présenter les deux petits achats que j'avais fait, donc je vais vous les présenter maintenant. J'ai craqué pour Des Diables et des Saints de Jean-Baptiste Andrea. Grand prix RTL Lire, j'en ai entendu que du bien. Je vous lis la 4e de couverture. Qui prête attention à Joe, ses doigts agiles courent sur le clavier. Des pianos publics dans les gares, il joue divinement Beethoven. Les voyageurs passent, lui reste. Il attend quelqu'un qui descendra d'un train un jour, peut-être. C'est une longue histoire, elle a commencé il y a 50 ans, dans un orphelinat lugubre. On y croise des diables et des saints et une rose. Voilà, j'en ai vraiment entendu que du bien, je l'ai vu passer. Alors je crois qu'il a été réédité, il me semble que c'est pas sa première édition, qu'il a été réédité, je pense. Voilà. Bon, je ne sais pas si j'aurai l'info ici, mais en tout cas, c'est, j'ai hâte de me plonger dedans parce qu'apparemment c'est vraiment superbe comme lecture. Donc voilà. Et le deuxième roman que j'ai acheté, Les Lions de Sicile de Stefania Occi, je sais pas comment ça se dit. Le prix des lecteurs sélection 2022, c'est le premier tome d'une saga de 3 livres, il me semble. J'en ai pas mal entendu parler aussi. J'hésitais vraiment à me le procurer parce que j'ai quand même vu quelques avis mitigés. Donc je me demandais un petit peu si ça valait le coup ou pas. Puis finalement, je me suis dit, allez, on n'est plus à un livre près, hein, de toute façon. 1799, Paolo et Ignazio Florio,
quittent leur calabre natal pour s'installer à Palerme. Passionnés, ambitieux, les deux frères et leur famille n'aspirent qu'à une chose, se hisser parmi les puissants de la ville. C'est compter sans le mépris des Palermitains qui voient d'un mauvais œil ces étrangers qui sentent la sueur. À force d'obstination et de volonté, les Floriot, en se lançant dans le commerce des épices, se frayent un chemin qui, un jour peut-être, leur donnera un empire. Mais leur réussite ne les protège pas des drames les plus intimes, car Paolo et Ignazio, pourtant unis comme les doigts de la main, aiment la même femme. Voilà. C'est quand même indiqué. Succès phénoménal en Italie, bientôt adapté à l'écran par les producteurs de L'Amie prodigieuse, les Lions de Sicile ouvrent une fresque passionnée et tourmentée à l'image de cette Italie du Sud qui en constitue le décor. Bon, bah voilà, hein, autant vous dire que moi ça me tente beaucoup. J'ai pas encore lu L'Amie prodigieuse, enfin c'est vraiment... c'est honte à moi, parce que du coup ça fait une éternité que j'ai au moins les 2 premiers tomes dans ma bibliothèque, et du coup je l'ai fait un peu traîner. Je crois que j'avais essayé de lire le début du premier tome, puis c'était pas trop la bonne période pour moi, donc je l'avais laissé tomber, je m'étais dit je le reprendrai plus tard. Voilà, je l'ai jamais repris, donc il va falloir que je m'y mette, surtout que j'ai vu que la série était sur Canal+, et du coup, bah, nous on a Canal+, donc voilà. J'aimerais bien regarder un peu la série. Bref, pour en revenir à nos moutons, j'ai donc craqué pour les Lions de Sicile, et voilà, et j'ai hâte de le lire. Bref, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire, ce que j'avais à vous dire en ce dimanche matin. Donc je vais vous laisser là, je vous souhaite une belle continuité de vidéos et je vous reprends plus tard. Hello! On se retrouve, on est lundi midi. J'ai pris la surchemise de mon chéri parce qu'il fait hyper froid ici, donc voilà. Il était censé faire beau aujourd'hui, mais en fait il fait pas beau du tout, donc c'est génial. Bref, je reviens vous parler rapidement. En fait, j'étais censée aller courir ce midi, mais finalement j'ai des réunions qui se sont un peu enchaînées, donc j'aurai pas le temps d'y aller. Le lundi c'est toujours un peu compliqué pour moi parce que même si je suis en télétravail très souvent, le lundi c'est une de mes journées les plus chargées, donc voilà, donc je me suis dit que j'allais plutôt venir vous parler un petit peu, comme ça on organise un peu son temps, on organise un peu ce carnet de lecture et ça va beaucoup mieux. Donc je voulais venir vous parler de ma lecture papier en cours. Je suis en plein dans la lecture du roman de la catégorie fiction, hein, du Grand Prix des lectrices L pour le mois de septembre. En fait c'est une des dernières relectures que je dois faire, enfin c'est la dernière relecture du mois de septembre que je dois faire parce que les autres je les ai terminées ailleurs. Et je vous en reparlerai hein, dans ma vidéo dédiée, mais vraiment je suis assez contente parce que c'est un très grand cru ces relectures du mois de septembre, donc c'est plutôt cool. Je suis donc plongée en ce moment dans Arpenter la nuit de Leila Motley. C'est un roman qui se lit très bien, qui se lit avec une rapidité assez déconcertante. Et voilà, comme vous pouvez le voir, hein, de toute façon, j'en suis... Vous voyez, j'ai lu tout ça. En fait, j'en suis à la page 200, il en fait 400, je l'ai commencé hier. Donc autant vous dire que c'est assez facile de s'immerger dans l'histoire et de se prendre un peu à la lecture de ce livre. Enfin, de se prendre au jeu en tout cas et de dévorer ce roman. Donc, de quoi ça parle? Eh bien, écoutez, l'histoire, c'est celle de Chiara. Chiara, c'est une jeune femme qui a 17 ans, qui vit à Auckland avec son frère Marcus, son frère aîné. Et tous les deux, en fait, ils sont un peu seuls au monde. Ils vivotent un petit peu dans leur appartement, puisque leur mère est en prison, enfin en centre de réinsertion, plus précisément. Leur père est décédé, voilà, donc ils sont tous les deux tout seuls et ils doivent se battre un peu pour payer le loyer. Clairement, c'est pas facile tous les jours. Ils ont tous les deux arrêté l'école parce que ça ne leur permettait absolument pas d'avoir de l'argent et de payer le loyer, hein, donc ils ont dû se résoudre à quitter les bancs de l'école. Marcus
poursuit un peu des rêves utopistes dans le sens où c'est un fan de rap et il a décidé de percer dans cet univers musical. Le problème étant que on est loin de Dr. Dre, hein, clairement. Et donc Kiara le décrit comme étant tout simplement incapable de rapper. Donc du coup ça paraît un petit peu compromis cette histoire. Et lui en fait il vit que pour ça et il a pas trop la tête sur les épaules. Il se rend pas compte que bah, clairement s'ils ne payent pas le loyer ils vont être expulsés et ça va être compliqué. Et donc Kiara elle a bien ça en tête et elle se rend compte un soir euh, enfin c'est une espèce de c'est par mégarde un peu, enfin c'est une comment ils disent sur le quatrième de couverture, un malentendu, oui voilà c'est ça, c'est une sorte de malentendu. En fait elle va coucher avec un homme et elle va se rendre compte, enfin lui il va lui donner de l'argent en pensant qu'elle est une prostituée et en fait elle va se rendre compte qu'elle peut gagner de l'argent avec son corps et elle va décider de se prostituer pour survivre hein, et puis pour pouvoir payer son loyer. C'est tout l'univers de la prostitution qui nous est décrit ici. Alors, je vais pas vous cacher que c'est un roman, certes très addictif, mais c'est un roman qui est brut, brut de décoffrage, brut, puissant, mais vraiment, vraiment triste, vraiment bah, sans chichi quoi. Clairement, c'est dur à lire, c'est pas évident, mais ça reste quand même très bien écrit, très bien fait. Et franchement, pour le moment en tout cas, je suis assez bluffée par ce roman, surtout quand on sait que l'autrice Leila Motley, elle n'a que 19 ans et elle a commencé à écrire ce roman quand elle en avait 17. Alors il faut avoir un recul sur la vie et une connaissance de la vie quand même assez impressionnante parce que écrire ça à 17 ans, Ouais, à 17 ans, j'en étais pas là du tout, hein, clairement. Donc franchement, je lui dis chapeau, bravo, parce que c'est exceptionnel, franchement, de pouvoir écrire un roman pareil à cet âge-là, mais c'est dingue, vraiment. Donc voilà, je vous en dirai un peu plus et je vous donnerai mon avis final dans la vidéo sur le Grand Prix d'électrice L. Mais pour l'instant, c'est vraiment une belle lecture en tout cas. Et comme je vous le disais, on est lundi 3 octobre, donc aujourd'hui commence ma lecture commune avec Stéphanie sur Octobre de Soren Svestrup. Grosse bricasse puisqu'il fait quand même 700 pages, on n'a pas l'impression comme ça parce que c'est un livre de poche, mais je vous assure que 700 pages, faut quand même les lire, donc j'espère que ce roman va être à la hauteur de nos attentes, mais bon, il n'y a pas de raison qu'il ne le soit pas. J'en ai entendu pas mal de bien, donc j'ai hâte de me plonger dans ce roman. Je vais donc alterner ces deux lectures-là cette semaine. Voilà. Bon, et bien sur ce, je vais retourner vaquer à mes occupations et je vais aller voir l'état de ma boîte mail surtout. Voilà, et puis bah, je vais vous dire à plus tard. Ah si, juste petite aparté, j'ai regardé ce midi, j'ai fini de regarder le dernier vlog de Laura du compte Les mots des autres et elle se lance un défi 14 jours, 14 livres. Je sais pas si vous avez vu sa vidéo ou pas, mais franchement si c'est pas le cas, je vous invite à aller la voir parce que c'est vraiment génial. Enfin, elle est à fond dans son défi et moi je suis complètement admirative parce que je sais pas si j'arriverai à lire un livre par jour. Surtout qu'au début je me suis dit oh à tous les coups elle va choisir des romans graphiques et voilà pour pouvoir lire plus facilement. Et en fait pas du tout, c'est vraiment des vrais livres. Hein. Enfin les romans graphiques sont des vrais livres, mais ce que je veux dire, c'est que ce sont des livres avec 300 pages, sans dessin, sans rien, quoi. Donc on est quand même sur un beau défi. Donc Laura, si tu passes par là, bravo. En tout cas, je suivrai avec grand plaisir ton vlog de la semaine prochaine pour voir ce que ça a donné ce défi. Voilà. Bon, sur ce, moi je retourne à mon café et à mes mails, et puis je vous dis à plus tard. Un rapide coucou juste pour vous dire que je suis allée à la médiathèque la semaine dernière, enfin le week-end dernier. J'ai totalement oublié de vous montrer ce que j'avais emprunté. J'ai décidé d'être raisonnable parce que j'ai quand même pas mal de lectures à venir, donc je ne veux pas trop me surcharger. Mais j'ai quand même emprunté 2 romans, donc Mon mari de Maud Ventura
publié chez l'Iconoclaste. Et Au fond de l'eau de Paula Hawkins, qui est publié chez, qui est édité chez Sonatine, mais je pense qu'il est sorti en poche depuis. Ça fait très longtemps que je veux le lire. Et voilà, et j'ai pas pris le temps de le découvrir. J'avais lu La fille du train de cette autrice-là, et j'avais beaucoup aimé. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner avec Au fond de l'eau. Et j'ai également pris un roman graphique. J'ai donc pris Anaïs Nin sur la mer des mensonges de Léonie Bischoff. Et c'est édité chez Casterman. Voilà. Donc voilà mon petit putain. Donc comme vous pouvez voir, j'ai quand même été assez raisonnable. J'espère juste que j'aurai le temps de lire les 2 romans. Parce que c'est quand même des bons... Vous voyez, on est quand même sur des bons gros livres là. En sachant que ça va bien sûr être priorité au Grand Prix d'électrice L. Donc on verra ce que ça donnera. Voilà, bon, ben je vous reprends plus tard. Coucou. On est en pleine promenade de début de soirée avec mon bébé. C'est plutôt cool, on est parti se promener un peu dans les bois à côté de chez nous parce qu'il fait hyper beau aujourd'hui. Donc voilà, on en profite, il est presque 19h, ça va être l'heure du biberon, mais c'est plutôt cool, voilà. Et donc j'en profitais notamment pour écouter mon livre audio qui est L'île aux papillons de Corinna Baumann, qui est l'autrice de la saga Les héritiers de Lovenhof. Voilà. Je vous en reparle très bientôt. On est vendredi midi et je viens clôturer ce carnet de lecture. Il ne sera pas très long, je pense, mais on n'est pas là ce week-end, on est en week-end avec des copains puisque dimanche c'est mon anniversaire. Donc voilà, je serai probablement pas dispo. La semaine prochaine, je suis en grande partie en déplacement et le week-end après, j'ai un week-end avec des copines, donc clairement, je n'aurai pas le temps de lire, pas le temps de filmer non plus, et donc du coup, c'est pour ça que je clôture le carnet de lecture aujourd'hui, et il n'y aura pas non plus de carnet de lecture la semaine prochaine, puisque comme je vous le disais, au niveau temps, je vais clairement en manquer pour la lecture. Mais bon, enfin, ça me va très bien, hein, parce que ce qui est prévu me va tout autant que la lecture, et ça fait du bien d'avoir plein de choses de prévues comme ça aussi. Donc voilà, donc du coup je vais clôturer tout ça aujourd'hui, et par contre, même si vous n'aurez pas de carnet de lecture équivalent à la semaine prochaine, du coup je vous posterai quand même ma première vidéo du Grand Prix des lectrices L 2023 pour vous parler un petit peu de mes lectures de septembre. D'ailleurs, transition toute trouvée, sachez que j'ai réceptionné il y a un quart d'heure les livres de la sélection du mois d'octobre, donc je suis trop contente. Donc j'ai assez peu de temps pour les lire parce que on est le 7 octobre et je dois renvoyer les chroniques et les notes avant le 4 novembre, donc ça va être assez short. Mais bon, étant donné que j'ai quand même pris de l'avance et que j'ai terminé les relectures de septembre, ça devrait bien se passer pour octobre, il n'y a pas de raison. Avant de clôturer ce carnet de lecture, je vais en profiter pour vous parler un petit peu de ma lecture audio. Comme je vous le disais hier, j'ai commencé une nouvelle écoute. Il s'agit de L'île aux papillons de Corinna Baumann. Pour vous expliquer un petit peu ce que peut écrire Corinna Baumann, beaucoup de personnes la comparent à Lucinda Riley. En fait, Corinna Baumann, ça va être des lectures avec des doubles temporalités, avec des bons dans le passé, avec des voyages, parce que vous allez découvrir plusieurs civilisations. Il y a un côté un peu historique, parce que souvent c'est quand même avec des... Voilà, comme je vous le disais, avec une double temporalité, donc en règle générale, ça se passe dans les années 1800 et quelques. Voilà, du coup c'est un peu ça. Bien sûr, souvent il y a une petite romance qui est sous-jacente. Donc c'est un petit peu ça, Corinna Baumann, des secrets de famille, des histoires à double temporalité. Donc effectivement, ça ressemble un petit peu à Lucinda Riley. Moi je suis contente d'avoir commencé L'île aux papillons puisque c'est un livre qui se passe en grande partie au Sri Lanka
ou à Ceylan en fait, hein, le nom que portait l'île il y a quelques années de ça. Et donc du coup je suis très contente parce que le Sri Lanka c'est un pays qu'on aime beaucoup. On est déjà parti au Sri Lanka et d'ailleurs ça nous fait beaucoup de peine de voir la situation actuelle dans ce pays qui nous tient beaucoup à cœur. Donc bon, voilà. Donc du coup c'est un petit peu l'histoire du Sri Lanka, enfin non, c'est pas l'histoire du Sri Lanka qu'on retrouve dans ce roman, mais ça se passe au Sri Lanka et donc ça se passe dans les plantations de thé. Les lieux qui sont cités sont des lieux que je connais, donc c'est toujours agréable je trouve d'écouter un livre qui vous rappelle des souvenirs comme ça. Donc, pour vous expliquer un petit peu de quoi ça parle, L'île aux papillons, c'est l'histoire de Diana. Diana, c'est une jeune femme qui vit à Berlin, qui a toute sa vie en Allemagne, mais elle est quand même anglaise, puisque toute sa famille est anglaise, et elle est contrainte de revenir en Angleterre, puisque sa grande tante, dont Emily, voilà, j'allais dire dont j'ai mangé le nom, mais Emily, est décédée. Et donc, elle n'a pas d'héritier, donc la seule héritière c'est Diana. Et donc, elle doit revenir en Angleterre pour organiser bah, toute la suite. En fait, elle décède quand Diana arrive en Angleterre et du coup, elle doit organiser les funérailles, elle doit organiser toute la succession et compagnie. Voilà, la famille d'Emily et de Diana, c'est une grande famille, une famille assez illustre, assez riche du coup. Et ils ont une histoire assez particulière et en fait quand Diana revient dans le manoir de sa grande-tante, en fait elle se rend compte qu'il y a un secret de famille qui a un peu bouffé toute la vie de cette longue lignée. Et, euh, et du coup, elle va se mettre en tête de découvrir ce secret de famille. Et en fait, ce secret de famille la plonge dans les années 1890 sur l'île de Ceylan, puisqu'elle va découvrir l'histoire de son arrière-arrière-grand-mère, Grace, et de la sœur de celle-ci, Victoria. Et donc, on a cette fameuse double temporalité avec un bond dans le passé, et donc on découvre effectivement l'histoire de ces deux sœurs qui sont elles contraintes de partir sur l'île de Ceylan puisque leur oncle est décédé et leur père doit gérer, pareil hein, pour le coup, toute la plantation de thé de leur oncle et doit gérer tout le business hein, de celui-ci, et du coup elles se retrouvent à devoir vivre sur l'île de Ceylan, au moins temporairement. Voilà. Je n'en sais pas plus parce que j'en suis à peu près là. L'écoute audio, elle dure à peu près 15 heures de mémoire. Là, j'en suis à 11h30. Donc j'ai écouté 3h30. C'est un petit peu long. C'est un petit peu long. Pour le moment, hein, je trouve ça un petit peu long. C'est un peu long à se mettre en place. En fait, il y a eu 3 heures, en gros, d'écoute sur Diana, le décès de Emily et la gestion des affaires, des funérailles, de la succession et compagnie. Et du coup, je trouve que c'est un peu long à se mettre en place. Alors, je pense honnêtement, c'est mon avis, hein, mais je pense que si vous lisez le roman, ça vous paraîtra moins long. Là, c'est parce que c'est une écoute audio. Alors du coup, l'écoute audio, quand c'est pas un peu rapide et quand il n'y a pas plein de choses qui se passent, on a tendance à s'ennuyer un peu. Alors que je pense que dans un livre, ça passe. Parce que voilà, l'autrice, elle prend le temps de planter un peu le décor, d'expliquer un peu les personnages. Donc finalement, je pense qu'en lecture papier, ça doit bien passer. Mais du coup, je regrette un peu de ne pas l'avoir lu en lecture papier. Voilà, bon, je vais voir ce que ça va donner après, mais c'est peut-être pas improbable que je me procure la version papier pour finir la lecture en papier, en fait, tout simplement, parce que je trouve que c'est un petit peu long. Là, j'arrive enfin dans la double temporalité, donc on est enfin sur l'île de Ceylan dans les années 1890. Mais voilà, enfin pour l'instant j'en suis au tout début et je trouve que bah voilà, 3 heures d'écoute pour ça, c'est un petit peu long. Mais bon, ça reste quand même très plaisant, et puis bah moi comme vous le savez, hein, j'aime beaucoup les histoires, enfin les romans historiques, les histoires de famille, les romans avec une double temporalité, alors là c'est mon dada, donc bon, je pense que j'ai passé un très bon moment avec ce livre, mais je pense qu'effectivement si vous avez le choix entre l'écoute audio ou la version papier, pour celui-là je vous conseillerais peut-être plus la version papier. Et ensuite au niveau de ma lecture papier, je suis plongée dans
Octobre de Soren Svestrup avec Stéphanie, puisqu'on le lit en lecture commune toutes les deux. Stéphanie est un peu plus avancée que moi, je crois. Moi, j'en suis à la page 109, donc chapitre 22. C'est un gros bébé, hein, parce qu'il est assez long. Mais c'est quand même assez addictif, hein, franchement, faut le dire. Moi, si je l'ai pas lu plus que ça, en fait, pour le moment, c'est parce que j'ai pas le temps, hein, tout simplement. Mais si j'avais le temps, croyez-moi, je le lirai et je le dégommerai. Et il y a une autre raison aussi pour laquelle je n'ai pas plus avancé que ça, c'est que comme vous le savez si vous suivez un peu mes carnets de lecture, je suis une flippette et du coup, désolée, on a été coupé. Donc je vous disais que la raison pour laquelle je n'ai pas plus avancé dans ce roman, c'est aussi parce que je suis une flippette et que du coup, j'adore les thrillers, mais je suis hyper flippée à l'idée de lire un thriller quand je suis toute seule, notamment chez moi. Et il s'est avéré que plusieurs soirs cette semaine, j'étais seule chez moi, enfin seule avec mon bébé, mais du coup mon bébé dort dans sa chambre et je vais pas non plus me mettre dans la chambre de mon bébé, voilà. Donc du coup, je suis toute seule et j'arrive pas à... Enfin, j'ai trop peur quoi, donc du coup je lis pas quand c'est comme ça. Donc c'est un peu bête parce que bah du coup j'avance pas beaucoup. Mais je vais y arriver, hein, je vais y arriver. Je ne vous en parle pas pour l'instant parce que j'attends de rentrer un peu dans l'histoire, mais sachez que il s'agit d'une enquête qui se passe à Copenhague. En fait, c'est un roman qui se passe au Danemark et du coup, c'est assez original parce que j'ai jamais lu de roman qui se passe au Danemark, donc ça change un peu. Et donc, c'est une enquête. Alors, je trouve quand même que pour l'instant, il faut avoir le cœur bien accroché parce que les meurtres sont assez sanglants quand même, hein. Donc voilà, les détails sont bien expliqués, bien poussés, donc du coup ça rajoute un peu plus à la pression qu'on peut ressentir à la lecture du roman. Donc encore une fois, le soir, non. Donc bon, je vous en donnerai des nouvelles de toute façon avec Stéphanie, on ne s'est pas mis de deadline, on y va tranquillement à notre rythme, donc si ce livre me fait tout le mois d'octobre, bah, il me fera tout le mois d'octobre. Voilà. Bref, je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui, donc je vais en rester là, je vais vous souhaiter une très belle semaine, j'espère que vous aurez noté quelques lectures, que certains livres que j'ai pu vous présenter cette semaine vous feront envie. N'hésitez pas à me dire si c'est le cas et n'hésitez pas aussi à me donner un peu vos lectures du moment, j'aime bien regarder quand vous me laissez des commentaires ce que vous lisez en ce moment, ça me donne des idées en fait, bon ma wishlist s'allonge, ça c'est clair, mais ça me donne plein d'idées, donc n'hésitez pas. Et puis bah, moi je vous dis à plus tard.